Donc après avoir vu les concepts généraux de la gestion de version, on va maintenant s'intéresser à la gestion de version avec Git. Donc qu'est-ce que c'est que Git? C'est un système de gestion de version décentralisé qui a été créé en 2005 par Linus Torvalds pour le développement du noyau de Linux. Alors je vous laisserai regarder pourquoi il a appelé ça Git. La décence m'interdit de dire pourquoi dans ce cours. L'utilisation générale de Git, c'est la suivante. On commencera toujours par taper le Git, puis après une commande Git, et enfin les paramètres de cette commande. Donc un exemple tout simple, vous faites Git help, et puis derrière, pourquoi pas clone, et vous donnera l'aide sur le fonctionnement de clone. Alors, à savoir qu'il y a un document accessible gratuitement sur le web qui s'appelle ProGit, et je vous ai mis ici l'URL, qui vous donnera tous les détails nécessaires sur le fonctionnement de Git. Alors, il faut savoir qu'auparavant, Git était essentiellement utilisé pour le développement de logiciels libres. Les entreprises préféraient des systèmes de gestion de version centralisés comme SVN. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, Git a été largement adopté par le monde industriel en lieu et place de Subversion ou Mercurial par exemple. Donc on va étudier un petit peu les concepts généraux de Git avant d'attaquer le fonctionnement de base. Et dans une autre vidéo, on parlera un petit peu du travail avec les branches. Alors, cette première partie de cours, on va uniquement considérer la gestion de version en local. On ne parlera pas du tout du dépôt centralisé. Donc, on va découvrir comment on peut travailler avec son propre dépôt et son répertoire de travail. Donc, comment on va créer son répertoire de travail? Eh bien, tout simplement, on va aller dans un répertoire, ici. Donc là, je vais créer un répertoire pour mon projet. Donc, par exemple, mkdir ici. Je vais créer un projet calculatrice, je vais faire mkdir calculatrice. Ensuite, je vais aller dans ce répertoire-là. Et là, je vais taper la commande git init. Ça, c'est ce qui va permettre de dire, eh bien, ce répertoire, maintenant, va être géré par Git. Et vous voyez tout de suite, j'ai un retour qui me dit qu'effectivement, il y a un dépôt qui a été créé. Alors, c'est quoi en fait ce dépôt? Eh bien, c'est un répertoire ici, .git, dans le répertoire de mon projet. Donc, comme ce répertoire a un nom qui commence par un point, en général, quand je ferai un ls pour afficher les fichiers, il n'apparaîtra pas, mais c'est là-dedans que vont être stockées les différentes versions de mon projet. Alors, en fait, c'est rempli de plein de choses, hein, mais on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce que contient ce répertoire-là. Ça veut dire quoi maintenant que j'ai ce répertoire-là? Ça veut dire que eh bien, je vais pouvoir commencer à gérer différentes versions. Alors, si on revient un petit peu sur le fonctionnement de Git, une fois que j'ai créé mon répertoire de travail et que j'ai obtenu ce répertoire Git, eh bien, je vais pouvoir faire un certain nombre de configurations pour Git. Alors, il faut savoir qu'il y a des configurations qui sont globales, des configurations qui sont propres au projet. Donc, certaines configurations standards, on les fera en global, et les configurations propres au projet, eh bien, elles masqueront, quand je suis dans mon projet, les configurations globales. Pour connaître les configurations actuelles, eh bien, on a la commande git config-global. Donc là, au départ, quand j'ai jamais utilisé Git, si je fais un git config ici -global pour afficher les configurations globales, -l, pardon, eh bien, je m'aperçois qu'ici, il me dit carrément que le fichier n'existe pas. D'accord? Parce que j'ai jamais utilisé Git. Alors, ce que je vais déjà commencer par faire, c'est que je vais dire qui je suis. Pourquoi? Parce que comme je vais faire de la gestion de version, et que sur un projet où, a priori, on va travailler à plusieurs, il faudra que les autres développeurs sachent qui a fait telle nouvelle version, de façon à ce que, eh bien, s'ils ont un doute sur l'interprétation de quelque chose, ils sachent vers qui se tourner. Donc ça, bah, j'ai toujours le même nom, donc ça va être une configuration globale. Donc je vais faire un git config-global. Et après, pour spécifier mon nom, je vais mettre user.name. Et là, je vais mettre mon nom complet, donc en l'occurrence, pour moi, Bruno Mermet. Et donc maintenant, si je fais un git config, ici, -l, pour afficher toutes les configurations, eh bien, on voit qu'effectivement, maintenant, j'ai une configuration ici pour mon nom, c'est Bruno Mermet. Autre configuration indispensable qu'il va falloir faire, c'est mon adresse mail. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme on va a priori pas forcément travailler dans la même pièce, il faut qu'on puisse se contacter, et la manière la plus simple de se contacter, c'est par courrier électronique. Et donc pour ça,
On va également faire un git config --global, puisque j'ai a priori toujours la même adresse mail. Et ça va être en utilisant user.ename, ici. Et là, je vais mettre mon adresse mail, donc bruno.mermet@univ-lehavre.fr. Et si j'affiche les configurations que je vois depuis mon projet, alors vous voyez que j'ai fait une erreur, c'est user.ename. Ah non, c'est bon. Email, voilà, je me suis trompé. Email, voilà. Et donc là, j'ai bien ici mon adresse électronique qui est là, et ici, mon nom, qui permettra, quand il y aura une nouvelle version, d'avoir automatiquement cette information associée à la nouvelle version. Alors, outre ces deux paramètres, il y a deux paramètres supplémentaires qui peuvent être importants. Le premier, c'est de spécifier quel est notre éditeur favori. Pourquoi? Parce que régulièrement, Git va nous ouvrir un éditeur pour qu'on puisse saisir des informations. Et si on veut être sûr qu'il ouvre l'éditeur qu'on veut, eh bien, on va lui spécifier l'éditeur que l'on veut qu'il ouvre. Et deuxième information qui sera éventuellement utile, c'est le fait de lui dire que quand je tape mes logins mots de passe pour me connecter au serveur, eh bien, je ne vais pas avoir besoin de le retaper à chaque fois pendant ma session. Et ça ce sera avec le paramètre de nom credential.helper auquel je vais donner la valeur cache. Donc, on va faire ça tout de suite ici. Donc ici, je vais faire un git config --global core.editor. Alors là, on met le nom de notre éditeur favori. Donc moi, mon éditeur favori, c'est Emacs, donc je mets Emacs. Et ensuite, git config --global, ici, donc credential.helper cache. Voilà. Comme à chaque fois que j'ai fait ces configurations-là, j'ai bien mis le --global, c'est-à-dire que ce sont des configurations qui s'appliqueront à tous mes projets. Mais si, pour mon projet ici particulier, je décide de me faire appeler que par mon nom de famille, eh bien, je pourrais changer ceci, mais juste pour le projet, en mettant un git config user.name, ici, Mermet. Et donc maintenant, si j'affiche les configurations, eh bien, on voit que j'ai un user.name ici, bruno.mermet qui est toujours là, mais que dessus, j'ai un user.name, tout dessous là dans la liste, Mermet, mais qui a écrasé temporairement l'autre valeur pour mon projet. Mais ça, c'est valable que pour mon projet. Cette information-là, elle est stockée dans mon projet, pas dans les informations globales. Alors, maintenant, pour le moment, je n'ai aucun fichier. Mais ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais créer un premier fichier dans mon projet. Et les fichiers dans un répertoire courant, pour Git, ils ont différents statuts. Le fichier, il peut être tout nouveau, donc il vient d'être créé, par exemple. Ou alors, en tout cas, il a été modifié depuis la dernière fois que j'ai mis quelque chose dans mon dépôt. Et donc, il a ce statut modifié. Ensuite, une fois que j'ai ce fichier qui a été modifié, Git, il ne sait pas trop quoi faire de ce fichier-là. Donc, il va falloir, ici, que je fasse une opération spéciale. Donc, c'est la commande git add qui me permettra de dire ça, qui va dire à Git, la nouvelle version de mon fichier, maintenant, eh bien, elle est prête à être transférée dans le dépôt. C'est-à-dire que la prochaine fois que je dirai, tiens, ce que j'ai dans mon répertoire de courant là, ça doit être une nouvelle version, eh bien, ce fichier-là, il sera ajouté à cette nouvelle version dans mon dépôt. Et puis, évidemment, il faudra de temps en temps que je mette ce que j'ai dans mon répertoire courant dans mon dépôt en disant ça c'est une nouvelle version de mon projet. Ce sera avec la commande commit et donc le fichier que j'ai dans mon répertoire, il aura un autre statut qui est le fait qu'il est tel que dans le dépôt. Et pour connaître le statut, eh bien on a la commande git status. Donc cette commande-là, elle est fondamentale pour savoir où vous en êtes dans vos gestions de version. Git status, faites-le régulièrement, surtout au début aussi souvent que possible pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, si on résume un petit peu tout ça en image, donc ici, vous avez ce que donne un git status sur un projet vide, donc qui vous dit qu'il n'y a pas de fichier, d'accord? Mais sinon, voilà un petit peu le diagramme d'état que va avoir un fichier pour Git. Donc, quand on le crée, il passe dans un état travaillé, qui au départ sera non suivi, donc non pris en compte par Git. Si je fais un add, alors je quitte cet état travaillé pour passer dans l'état en transit. Et
tout fichier qui est dans l'état en transit, eh bien, sera transféré dans le dépôt quand je ferai un git commit. Et à ce moment-là, eh bien, les fichiers passeront dans l'état synchrone. Alors sur ce schéma-là, vous remarquerez que j'ai mis aussi quelquefois des commandes qui permettent de revenir en arrière. Donc si on veut supprimer du transit un fichier qu'on a mis dedans, eh bien on peut faire un git rm-cached le nom du fichier et il repasse dans l'état travaillé dans lequel il était précédemment. Évidemment, quand mon fichier a été transféré dans le dépôt, donc là il passe dans l'état synchrone, mais dès que je fais une modification sur mon fichier, eh bien du coup, il quitte cet état synchrone puisqu'il n'est plus dans le même état que ce qu'il y a dans le dépôt et il repasse dans l'état modifié. C'est pareil, si je supprime mon fichier, il passera dans l'état supprimé parce qu'il faudra, lors d'un prochain transit, que je le supprime aussi de la prochaine version qu'il y a dans mon dépôt. Alors, pour regarder un petit peu comment tout cela fonctionne, eh bien, je vais revenir ici sur mon projet de calculatrice et là, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler opération.java. Donc ce fichier, qu'est-ce que je vais faire dedans, ici? Eh bien, je vais taper ici une première opération dans une classe, donc public class opération, et là, public int addition, int x, int y, return x plus y. Donc là, j'ai une première version de mon fichier. D'accord? Donc ce fichier-là, maintenant, si je regarde avec un git status son statut, eh bien, je vois ici qu'il apparaît dans les fichiers non suivis. C'est effectivement un fichier qui est nouveau pour Git. Et donc, maintenant, alors, en théorie, on doit toujours vérifier qu'un fichier est correct avant de créer une nouvelle version. Là, pour le moment, on ne va pas le faire, que je vous montre un petit peu le fonctionnement simple. Donc, par contre, je vais dire, ben voilà, je crée une nouvelle version de mon projet, ce sera la première version, mais avec ce fichier-là. Et donc, pour le faire, eh bien, je vais utiliser la commande add dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que Git est très gentil avec vous. Souvent, il vous suggère ce qu'il faut faire. Et donc là, il vous le dit que ce serait bien de faire un git add sur le fichier. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un git add ici, opération.java. Alors, si maintenant, je redemande ici à Git dans quel état est mon projet, eh bien, vous voyez que maintenant, mon fichier opération.java, il apparaît ici dans modifications qui seront validées. Il n'est plus dans fichier non suivi comme tout à l'heure. Donc, on voit bien que mon fichier il a changé d'état. Il est bien passé dans l'état en transit dont je vous parlais. Et puis maintenant, je veux dire, bah, ça c'est la nouvelle version de mon projet. Et donc c'est là que je vais faire un git commit. Alors quand je fais un git commit, eh bien, tout de suite, Git me lance un éditeur. Et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir spécifié notre éditeur favori pour éviter qu'il lance un éditeur qui ne nous convient pas. Et dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais taper ici un message qui explique pourquoi j'ai fait cette nouvelle version. Donc là, ici, j'ai créé l'opération addition. Donc ici, création d'une première opération addition pour un projet de calculatrice. Le fichier que me propose Git ici est rempli de lignes précédées de dièse. Et c'est pareil, un message vous explique que ces lignes-là, elles seront au final supprimées, mais ça vous permet de vous rappeler où vous en êtes, et notamment que là, eh bien, vous avez un nouveau fichier qui est opération.java. Donc une fois que j'ai tapé mon message, je sauve et je quitte mon éditeur. Et là, j'ai tout de suite un retour de Git ici, qui me dit qu'il y a un nouveau fichier, enfin un fichier qui était modifié, et qu'au total, eh bien, ça fait 5 nouvelles lignes, parce que dans mon fichier, j'ai 5 lignes. Et si maintenant je redemande ici le statut, eh bien, il me dit rien à valider, la copie de travail est propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon répertoire courant, il est actuellement dans le même état que la dernière version que j'ai dans mon dépôt local. Autrement dit, ce que j'ai actuellement, c'est ce que je viens d'archiver. Donc effectivement, le fichier opération.java, il n'est pas mentionné. Alors, ce n'est pas qu'il n'existe pas. Il existe toujours dans mon répertoire. Mais pour Git, il n'y a rien de particulier à faire dessus. Alors maintenant, eh bien, on va modifier ce fichier-là.
ici. Je vais rajouter une soustraction ici. Donc, je vais rajouter une deuxième opération, public int soustraction, int x, int y, return x moins y. Voilà. Et si je demande maintenant le statut de mon répertoire, de mon projet, avec un git status, eh bien ici, je vois que j'ai le fichier opération.java ici qui est passé en modifié. Et à nouveau, Git me dit que les modifications de ce fichier ne seront pas validées lors de mon prochain commit et que si je veux qu'elles soient validées, il faut que je fasse un git add. Et si je veux revenir finalement à l'ancienne version, il faudra que je fasse un git restore. Et là, j'ai un autre message qui apparaît ici qui me dit attention, il y a un nouveau fichier qui est apparu, opération.java tilde, fichier non suivi. Alors, fichier non suivi, tout simplement parce que je n'ai pas dit à Git quoi en faire. Mais pourquoi j'ai ce nouveau fichier? Alors ça, il se trouve que c'est l'éditeur que j'utilise qui crée un fichier de sauvegarde de l'ancienne version, la précédente version. Et ce fichier-là, évidemment, du coup, il apparaît comme nouveau ici, et Git ne sait pas quoi en faire. Alors comme ça va apparaître sur tous les fichiers que je vais modifier, eh bien, je vais dire à Git, ces fichiers-là, ignore-les. Ça, on n'a pas besoin de les stocker dans le gestionnaire de version, puisque lui, déjà, il s'occupe de gérer dans l'ancienne version. Alors, comment je vais dire à Git d'ignorer des fichiers? Eh bien, tout simplement, avec un fichier spécial qui va s'appeler le fichier .gitignore. Donc ici, je vais faire un emacs.gitignore pour modifier ce fichier-là. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un fichier .gitignore? Eh bien, on va mettre ici des squelettes de chemin d'accès à des fichiers qu'on veut ignorer. Alors là, je vais lui dire tout simplement, les fichiers qui se terminent par tilde, eh bien, tu les ignores. Et donc, du coup, pour ça, je mets ici un étoile tilde dans mon fichier. Voilà. Et donc, ce fichier-là, .gitignore, qui doit bien être à la racine du répertoire de mon projet, qui a un nom bien spécial, il va être pris en compte par Git. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, si je redemande à Git l'état de mon projet, il me dit ici, avec Git status, que j'ai opération.java, qui est toujours modifié, mais le fichier opération.java tilde que j'avais avant dans les fichiers non suivis, il n'apparaît plus. Par contre, apparaît maintenant le fichier .gitignore. Et oui, ce fichier-là, il est nouveau, il fait partie de mon projet, donc je vais d'ailleurs vouloir qu'il soit stocké dans l'historique. Et pour le moment, il n'est pas géré. Donc, je vais commencer par faire un git add.gitignore. Ce qui fait que maintenant, si je demande les statuts ici, eh bien, je vois que mon fichier .gitignore, il est bien marqué dans les fichiers qui seront validés. Par contre, ce n'est toujours pas le cas de mon fichier opération.java. Alors, souvenez-vous ce que je vous dis tout à l'heure. Normalement, dans un dépôt, on met que des fichiers valides, donc qui marchent. Donc, première chose que je vais faire quand même, cette fois-ci, c'est que je vais essayer de compiler mon fichier opération.java. La compilation a réussi, c'est qu'a priori, on va dire pour le moment que c'est bon, mon fichier est correct. Alors, si maintenant, j'affiche le contenu de mon répertoire, je m'aperçois que j'ai le fichier opération.class, qui est la version compilée de mon programme, qui est apparue. Et d'ailleurs, si je fais un git status, eh bien, il me remet ici maintenant un nouveau fichier non suivi, qui est mon fichier opération.class. Alors ce fichier-là, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, à nouveau, les fichiers objets ou fichiers compilés, on ne va pas les mettre dans l'historique. Pourquoi? Parce qu'on peut systématiquement les régénérer automatiquement à partir des fichiers sources. Donc, eh bien, vous avez compris ce que j'ai montré tout à l'heure avec tilde. Eh bien, on va faire pareil pour les fichiers en .class. On va dire à Git de les ignorer. Donc ici, dans mon fichier .gitignore, je vais rajouter étoile.class pour lui dire d'ignorer tous les fichiers qui se terminent en .class. Et donc, si maintenant je refais un git status ici, eh bien, je vois que j'ai deux fichiers modifiés, .gitignore, opération.java. Effectivement, opération.java, j'ai toujours rien fait. .gitignore, je viens de le remodifier, ce qui veut dire que, eh bien, il apparaît à nouveau comme modifié. Donc là, il va falloir que je refasse un git add sur mon fichier .gitignore, et il faudra normalement que je refasse également un fichier sur opération.java.
Du coup, il y a une façon plus simple de faire ça, c'est de faire git add sur le répertoire courant, et du coup, ça fera un add sur tous les fichiers du répertoire et de ses sous-répertoires. Donc, je fais un git add point, et si maintenant je demande le statut de mon projet, eh bien, je vois bien que mon fichier opération.java et mon fichier .gitignore sont prêts à être transférés. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir dire, bah, ça, c'est la nouvelle version de mon projet, et pour ça, je vais faire un git commit. Et là, à nouveau, j'ai un éditeur qui m'est ouvert pour mettre un message qui me permet d'expliquer ce que je viens de faire. Et donc là, j'ai fait en fait deux choses. Hein. J'ai création d'un fichier .gitignore pour ignorer les fichiers .class et tilde. Et puis, j'ai ajout de l'opération soustraction. Voilà, et là, maintenant, j'ai deux fichiers qui ont été modifiés, en fait un qui est nouveau, un qui est modifié, et au total, ça fait 6 lignes, donc 2 lignes dans .gitignore et 4 lignes dans opération.java. Et donc maintenant, si je redemande le statut de mon projet, eh bien, il me dit rien à valider, la copie de travail est propre, parce que ce que j'ai dans mon répertoire de travail, c'est exactement ce que j'ai dans la dernière version, qui est dans mon historique. Alors, depuis que je vous parle de ce dépôt avec les différentes versions, je ne vous ai pas dit comment on sait ce qu'il y a dans ce dépôt. Eh bien, on a une commande bien pratique pour ça, c'est la commande git log. Et donc la commande git log, ici, vous voyez qu'elle vous affiche l'historique des différentes versions. Alors vous avez en haut la plus récente, en bas la plus ancienne. Donc, pour le moment, j'ai deux versions, celle-là qui était ma toute première et celle-là qui est ma deuxième version, celle que je viens de faire. Alors si on détaille un petit peu à quoi ça ressemble ici l'affichage d'une version, première chose ici, j'ai commit avec ici un numéro, un nombre en hexadécimal très long, qui ne veut strictement rien dire. En fait, ça, on va souvent l'appeler le hash de la version. C'est un hashcode qui vous permet d'identifier de manière unique une version de votre développement. Et ce code-là est généré de façon à ce que deux versions consécutives aient des valeurs très très différentes, notamment dès le début. Vous voyez, là je commençais par F7, là je commence par 71. Pourquoi? Eh bien parce que quand j'aurai besoin d'identifier une version, il me suffira de taper le début du code. Dès l'instant que le début est différent d'un autre début, ça me suffira, je n'aurai pas besoin de taper toutes les informations. Ensuite, on va trouver d'autres informations. On va trouver déjà l'auteur de la version. Et l'auteur, on voit ici le nom et l'adresse électronique. Donc, vous voyez l'importance de les avoir configurés au départ. Et vous voyez que l'adresse électronique, c'est celle que j'avais configurée en global, et que le nom, ici, apparaît le nom que j'ai configuré en local pour mon projet, puisque j'ai mis une valeur qui écrase la valeur globale de ma configuration Git. On trouve aussi une autre information importante, c'est la date et l'heure à laquelle la nouvelle version a été créée. Et puis enfin, on va trouver ici le message de log. Et ce message est très important parce que c'est lui qui va permettre de retrouver ce qui a été fait et si on fait une recherche dans tout l'historique, à quel moment telle chose a été faite. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Alors maintenant, je vais continuer à faire évoluer mon projet et notamment, je vais rajouter dans mon fichier opération.java une nouvelle opération. Donc je vais rajouter par exemple la multiplication. Public in produit, et là je envoie x fois y. Et puis je vais aussi rajouter une première classe pour tester un petit peu ça. Donc ici je crée une nouvelle classe. Que je vais appeler main, avec donc une méthode ici principale. Je prends deux nombres ici, donc 2 et 3. Et là, je vais afficher le produit de A fois B. Ici, donc A fois B égale. Et là, plus ici, je vais faire opération point, produit de A, virgule B. Et oui, parce que souvenez-vous, je vous dis, dans un dépôt, ce qu'on va trouver, c'est pas seulement une version
nouvelle version, ce n'est pas seulement une version qui compile, c'est une version qui marche. Donc il faudra normalement que je teste bien mon programme avant de faire chaque nouvelle version. Alors si je regarde maintenant que j'ai fait ça, le statut ici de mon projet, eh bien je m'aperçois que j'ai bien modifié opération.java, puisque je viens de rajouter la multiplication, et j'ai créé un nouveau fichier, main.java, ici, qui va me permettre de tester cela. Donc je vais compiler mon fichier main.java. Il m'annonce que j'ai une erreur. Et pourquoi? Parce que ma méthode ici, elle n'est pas statique. Donc vous voyez que, en temps normal, ce que j'ai fait avant, je n'aurais pas dû le faire. Il faudrait normalement, ici, que je teste systématiquement avant de modifier, d'archiver mes nouvelles versions. Donc là, je vais corriger, évidemment, tout ce qui ne va pas. Donc ici, il manquait statique pour toutes mes méthodes. Et je recommence. Maintenant, j'exécute mon programme. Il me dit que a fois b égale 6, c'est bien, mais c'est vrai que ça aurait été mieux si j'avais écrit 2 fois 3 plutôt que a fois b. Donc, c'est pareil, je vais continuer la mise au point de mon programme ici, et je vais mettre ici a fois b égale. Alors, ne pas hésiter à refaire ça ici. Voilà, cette fois-ci j'ai bien 2 fois 3 égale 6, mais il manque encore un espace pour que ce soit mieux. Donc je vais rajouter mon espace. Et puis je vais au moins rajouter des tests aussi pour l'addition et pour la soustraction. Je reteste mon programme. Voilà, cette fois-ci, je suis content, j'ai bien un programme qui marche. Donc là, oui, je peux faire une nouvelle version. Et donc, à nouveau, si je fais un git status, il va me dire opération a été modifiée, main, il ne connaissait pas encore. Donc, je vais faire un git add point. Et puis, je peux faire un git commit. Et là, si je ne veux pas qu'il lance l'éditeur, je peux lui mettre directement le message ici qui correspond à ma nouvelle version avec le paramètre "-m". Et donc là, ici, je vais dire donc ajout de la multiplication et d'un programme de test. Voilà, et donc là, vous voyez, il ne m'a pas ouvert l'éditeur. Et si je fais un git log, eh bien, je m'aperçois que j'ai bien ici cette nouvelle version qui est apparue. Voilà. Alors, la commande git log, on peut la configurer, notamment, à force, ça va être long. Donc, si on veut avoir un résumé, on peut par exemple mettre le paramètre OneLine ici, qui permet de dire qu'il va me résumer chaque nouvelle version dans le dépôt à une ligne. Et donc ici, on trouve du coup juste le début du hash de la version, avec ici, juste le début du message de log. D'accord? Si le message de log est un peu long, ce qui était le cas pour celui-là qui tenait sur 2 lignes, en fait ici, il ne met que la première ligne. Donc quelquefois, ça permet d'avoir une vue un petit peu plus condensée de ce qu'il se passe. Alors pour revenir sur le fichier .gitignore, il faut savoir qu'en fait, on peut mettre des choses un petit peu plus compliquées que ce que j'ai mis. On peut mettre par exemple un répertoire pour qu'il ignore tout le contenu d'un répertoire, ou on peut mettre un répertoire /étoile/étoile/ un répertoire pour qu'il ignore tous les répertoires intermédiaires. On peut aussi mettre point d'exclamation devant un motif pour dire les fichiers qui ne vérifient pas ce motif. Mais vous aurez aussi beaucoup plus de renseignements sur le fonctionnement de ce fichier-là en suivant le lien que je vous ai mis ici sur la doc ici de gitignore. Alors une fois qu'on a ces différentes versions dans notre projet, à force ça va finir par être un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et donc on va pouvoir associer des étiquettes à des versions qui vont permettre de dire soit c'est la version 1.0 ou alors c'est une version bien précise. Et tout simplement pour faire ça, on va utiliser la commande git tag. Alors là, il faut utiliser le paramètre "-a" et on va donner un nom. Et donc si je mets rien d'autre, ça s'applique à la dernière version qui est dans mon historique. Donc là, quand je fais git tag-a v1.0,
ça revient à dire que je vais associer V1.0 comme identifiant de version à cette version-là, la dernière de mon historique. Et là, à nouveau, chaque fois que je mets une étiquette, eh bien, j'ai une fenêtre qui s'ouvre parce qu'il faut là aussi que je mette un commentaire. Donc, première version exécutable, ici, je vais mettre par exemple avec 3 opérations. Et donc maintenant, si je fais un git log, eh bien, je m'aperçois ici qu'en face du message de log apparaît le message tag de point v1.0. Alors ça, c'est important parce que ça vous permettra par exemple de savoir que ça, c'est la version 1.0 et ça veut dire que ça vous permettra aussi, ultérieurement, éventuellement, de revenir sur cette version. Alors justement, comment on fait pour revenir sur une ancienne version? Eh bien, on va utiliser la commande git checkout et derrière, on va mettre eh bien, un hash de version. Alors on peut mettre juste le début. Donc là, si je veux revenir sur cette version ici, eh bien, je vais mettre ici le début du code de la version après mon git checkout. Alors, Git vous met un message d'avertissement ici sur lequel on aura l'occasion de revenir. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant, si j'affiche ce que j'ai dans mon répertoire courant avec 4 opérations.java ici, eh bien, je retrouve le fait qu'à ce moment-là, ma classe opération, eh bien, elle avait juste addition. D'accord? Et si je fais un cat main.java, eh bien, on s'aperçoit que je n'ai pas de fichier main.java. D'accord? On peut s'en apercevoir à nouveau si je fais un ls ici. Je n'ai pas le fichier main.java. Les fichiers que Git ignore, eux, il ne les a pas touchés. Mais le fichier main.java, qui est un fichier qui est géré par Git, il l'a mis dans l'état dans lequel il était dans cette toute première version. Comme il n'existait pas, ben, il me l'a supprimé. D'accord? Et donc, d'ailleurs, si je fais un git status ici, là, il m'indique tout ce qu'il y a de différent par rapport à la version courante. Donc, évidemment, il y a plein de choses différentes. Si je veux revenir sur la dernière version, eh bien, je vais faire un git checkout master. Alors, je reviendrai sur le pourquoi ici. Mais maintenant, si je réaffiche le contenu de mon répertoire, j'aperçois que le fichier main.java, il est bien revenu et qui contient bien mes 3 lignes de test. Et si je refais un git status, je suis bien conforme à la dernière version que j'ai dans mon historique. Alors, si je reviens maintenant sur mon historique, si je voulais revenir aussi sur une version qui a un tag, eh bien, plutôt que de faire git checkout et puis un hash de version, je peux faire un git checkout et puis un tag. Par exemple, si j'avais voulu taguer en version 0. Ma toute première version, donc je peux faire un git tag-a v0.1 et là, je peux mettre le hash ici, début du hash de ma toute première version, version initiale. D'accord, là on voit qu'elle a bien maintenant comme tag v0.1. Et donc j'aurais pu faire un git checkout ici, v0.1. Et si je regarde ici, ce que j'ai dans mon fichier opération.java, je suis à nouveau dans la version où je n'avais que l'addition. Donc on a comme ça 2 façons de revenir sur des anciennes versions, soit par le hash, soit par le tag. Mais vous doutez bien que le hash, c'est vraiment quelque chose qui ne veut rien dire. Contrairement au tag, qui permet de mettre ici un identifiant significatif. Donc, les versions importantes, on leur mettra un tag et ce sera beaucoup plus facile d'y revenir. Donc là, je peux faire maintenant, par exemple, git checkout v1.0 ici. Et me voici maintenant revenu bien, dans mon état standard. Donc, si je fais un git log, ici un git status, status, je vois que là, je suis bien au bon endroit. D'accord? Alors ici, je suis bien sur la version 1.0. Alors c'est pareil, si je veux revenir malgré tout en mode de fonctionnement normal, il faudra quand même que je fasse un git checkout master. Ce qui permettra ici d'avoir un message de log, ici qui est celui-là. Sur la branche master, il précise, et ça, eh bien, on viendra dans la vidéo suivante à ce que c'est exactement que cette version de branche. Voilà, et donc si on essaye de résumer un petit peu ce que c'est qu'une version pour Git, donc c'est avant tout un numéro, le fameux hash qu'on vient de voir. C'est une liste de versions de fichiers, donc on voit que mes fichiers, ils évoluent ou pas d'une version à l'autre. Et c'est toujours aussi un pointeur vers la version précédente. Je sais toujours de quelle version je suis parti. On aura également quelques métadatas,
Par exemple, là, on a vu l'auteur, le mail de l'auteur, la date, le message de log. Et puis, on a vu qu'on pouvait aussi avoir des étiquettes. Et une étiquette, c'est quoi? Eh bien, c'est un nom, c'est un numéro de version. Donc, en fait, l'étiquette, elle pointe vers un H. Et c'est également un commentaire. Et voilà pour cette première partie d'initiation un petit peu au fonctionnement de Git et qui vous permettra déjà, dans un premier temps, de travailler progressivement sur un projet en gardant un historique de vos anciennes versions et en étant capable de revenir sur ces anciennes versions.